Bonjour tout le monde. J'ai la bonne heure, hein, juste avant d'aller manger, donc je vais essayer d'être rapide et synthétique. Donc moi je me présente, je suis Mathias Albanese, je suis ingénieur d'affaires, occupation du sol et services associés au sein de CLS. Donc j'excuse ma collègue Anaïs Tessonnier qui n'a pas pu se déplacer malheureusement. Donc je vais essayer de prendre sa place, ce qui est parfois un peu compliqué. Donc du coup moi j'ai l'ambition de vous parler des OCHGE, donc des occupations du sol à grande échelle, en deux dimensions. Donc je vais essayer de séparer en quatre parties. Donc pourquoi CLS vient vous parler aujourd'hui d'occupation du sol, qu'est-ce que c'est les occupations du sol et qu'est-ce que vous avez actuellement sur La Réunion, comment appréhender ces données et surtout des cas d'usage bien précis qui ont été faits à partir d'occupation du sol. Donc en fait, CLS, c'est une entreprise à mission qui a été créée par le CNES en fait dans les années 80. Donc maintenant, elle s'est développée, donc on est une multinationale. Donc on est séparé en plusieurs unités maintenant, avec une unité pêche, dont un collègue qui est sur La Réunion, là, au bureau du SEASOI, je ne me rappelle plus du nom. Une unité mobilité, une unité sécurité et une unité environnement. Voilà, donc en fait, on est une entreprise qui a 95% de ses activités liées à l'atteinte d'objectifs de développement durable. Donc en fait, moi, je fais partie de l'unité environnement, plus particulièrement sur de la gestion des territoires. Et en fait, notre mot d'ordre, c'est observer, comprendre, protéger et surtout s'adapter. Donc nous, on utilise le spatial pour justement aider les aménageurs à travailler sur l'orientation des aménagements. Donc en fait, nous, on travaille sur la production, c'est notre cœur de métier. Depuis les années 80, on produit de la donnée d'occupation du sol. Des indicateurs, on est devenu expert maintenant dans la donnée, donc on sait sortir les indicateurs et proposer des services aussi comme des observatoires ou de l'analyse de friches et autres, et de la valorisation et de l'accompagnement pour justement aider à travailler sur ces données. Et depuis très peu, on a un partenariat aussi avec Airbus pour l'acquisition d'images. Donc en fait, qu'est-ce qu'une occupation du sol à grande échelle? Une occupation à grande échelle, c'est une occupation qui est produite sur un territoire assez grand, avec une norme et une nomenclature précise qui permet d'analyser sur de grandes surfaces les territoires. Donc en France, il existe trois occupations du sol qui ont la même mise un peu pour les régions ou les départements. Donc une vision, une dimension, où là, l'usage et le couvert se confondent en fait pour créer une nomenclature emboîtée. Depuis peu, les OCS 1,5 dimensions, parce qu'avec la loi climat et résilience, les décrets ZAN, les régions ont dû s'adapter aussi et n'avaient pas l'information couverte dans les milieux urbains, les zones artificialisées. Donc, intégrer ces couvertures-là dans les zones artificialisées pour justement avoir de la couverture sur ces zones-là et se parer un peu sur le décret ZAN. Et l'OCS 2D, donc là, une vision en deux dimensions avec une information couverte et une information usage. Ce que vous avez, vous, sur La Réunion. Je vais revenir après. Donc, en fait, ces occupations du sol, ça sert à cartographier, par exemple, des potentiels agricoles, des éléments naturels, ici, c'est les coraux, ou cartographier des évolutions du territoire. Donc, les données d'occupation actuelles sur la Réunion. On est placé, nous, CLS, parce qu'on a coproduit la base, le MOS 2017 avec l'IGN. Et là, actuellement, on travaille pour l'IGN sur la correction 2022 et 2017 de l'OCSGE. Nouvelle génération. Donc, en fait, à La Réunion, historiquement, il existe une donnée, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la donnée Corinne Landcover. Voilà. C'est un peu la prémisse de toutes les occupations du sol en une dimension. Et d'ailleurs, les nomenclatures sont assez proches de celle-là. Donc, vous avez 2012-2018. Je vais revenir après pour les détailler un peu plus. Hein. Vous avez une vision un peu plus détaillée, une approche couvert-usage qui est en train de se produire. Donc, la donnée au CSGE national, donc le standard 2022-2017. Et vous avez la donnée que vous avez produite dans les années 2022, je pense, sur un MOS régionalisé en deux dimensions qui partait sur les standards CNIGE, IGN, pour l'année 2017. Donc en fait, la Corinne Landcover, c'est quoi? La Corinne Landcover, c'est une donnée en une dimension. En fait, elle est issue d'un programme européen en fait, sur l'utilisation et l'occupation du sol. Et donc en fait, cette nomenclature,
Elle a décliné 5 grands niveaux de nomenclature, donc zone artificialisée, zone agricole, zone d'eau, zone forestière. Et après, c'est décliné en 3 niveaux pour arriver à 44 classes de nomenclature. Donc les niveaux, c'est quoi? C'est zone de végétation, non ligneux, herbe, voilà. En fait, c'est des niveaux emboîtés. Et ensuite, cette étude a permis, sur 2 dates, de standardiser un peu sur tout l'ensemble de l'Europe. Bon, on fait partie de l'Europe, vous faites partie de l'Europe aussi, donc La Réunion faisait partie de ce programme-là, qui a permis de construire une série de, hop là, à travers l'Europe, donc des données comparables, et qui permet d'analyser homogènement tous les paysages. Par contre, le petit défaut, c'est que c'est une donnée européenne. Et donc, le plus petit polygone, c'est 25 hectares. Donc, qui est quand même, pour une analyse locale, un peu grand. Alors, donc, pour votre MOS, donc en fait, le choix avait été fait de partir sur un standard IGN et de régionaliser un peu cette donnée. Parce que l'OCSGE, c'est un standard, donc les normes s'appliquent sur l'ensemble du territoire. Là, le choix qui avait été fait, c'est on prend ce standard-là, mais on vient apporter une régionalité sur cette base-là. Donc en fait, vous l'avez construit avec 36 postes de couleur, donc allant du niveau 3, donc c'est le sol nu, au niveau le plus haut, niveau 6, avec la canne à sucre 2, 2, 1, 4, 5, 5, ce qui est parfois un peu illisible. Et l'usage 25 postes, allant du niveau 2, donc US 1.1 agriculture, du niveau 3, usage résidentiel individuel. Cette donnée a la particularité d'avoir été produite avec plusieurs acteurs, dont Geolab, qui a permis de faire une coopération entre les partenaires d'ici, et Codem, qui était plus sur l'orientation naturelle, et l'Agora, qui a fourni les données nécessaires sur des zones d'activité ou d'équipement. L'ADAL, qui nous a aussi aidé sur tout ce qui était collectif urbain. Excusez-moi. Et là, maintenant, l'OCSGE arrive, nouvelle génération, donc le standard hygiène. Donc là, en fait, on est sur les mêmes standards de votre donnée, mais elle a été construite différemment. En fait, elle a été construite sur une base de production et d'interprétation de placettes. Ensuite, ces placettes sont rentrées dans un algorithme d'IA qui ensuite a permis de cartographier le département et des photo-interprètes sont venus après corriger les défauts de l'IA. Donc en fait, c'est une multipoque de données qui sont venus construire la donnée et avec quand même de la photo-interprétation pour venir, avec l'image de référence, cartographier ces paysages. Donc chaque donnée d'occupation du sol ont des spécificités. Respect des règles, c'est-à-dire qu'une production, selon des échelles, des contraintes de taille minimale, comme on a vu tout à l'heure, 25 hectares pour le Corridor Cover, 2500 m², 500 m² pour le MOS 2017, excusez-moi. Des données exogènes, SCAD25, IGN, BD topo, terrain, données d'apprentissage aussi pour l'OCSGE national. Photo-interprétation, qui est un gage de qualité aussi. Pour des productions globales, votre production a été implémentée donc, du bâti de la route de l'OCSGE. Par contre, tout le reste a été produit par des photo-interprètes, avec une image de référence 2017. Et bien sûr, une fiabilité, avec des contrôles thématiques, géométriques, des valeurs de fiabilité par poste et sur l'ensemble de la donnée. Alors, toujours, vigilance sur les dates de données qui sont mises à disposition. On travaille sur une référence, par exemple 2017, et parfois on dit « ouais, mais j'ai cette donnée-là, elle est de 2015, 2000, c'est peut-être pas adapté ». Donc ça, c'est un gage aussi que quand on récupère les données, on les vérifie, on regarde, on les connaît, et on essaye de faire en sorte que le millésime soit correct. La compatibilité, c'est ça, j'en viens là, je zoome un peu sur le MOS Réunion et l'OCSGE-NG parce qu'on les connaît, on les construit toutes les deux. C'était pour vous faire montrer là, en fait, comment vos données sont compatibles. En fait, le choix qui avait été fait de partir sur le standard dans la construction de votre MOS est une bonne idée parce que maintenant l'OCSGE devient le standard. Donc en fait, vous avez un emboîtement avec deux nomenclatures, mais avec des niveaux enrichis. Donc, ce qui vous permet d'aller plus loin.
des spécifications de production, les UMC sont identiques. Des définitions poste peuvent varier. Par exemple, sur l'OCS national, les boisements sont mis quasi automatiquement en sylvicole. Donc en fait, sur la donnée OCS national, vos boisements seront mis en sylvicole. Par contre, le choix avait été fait sur le MOS 2017 de mettre ça en sans usage. Voilà. Même si on sait qu'il y a des usages, mais c'est global. Et la qualité de production, suivant comment la donnée a été produite. Les échelles de travail, les différents géométriques, voilà. En fait, vos données sont compatibles. Géométriquement, non, parce qu'elles n'ont pas été produites de la même façon, mais par contre, elles sont utilisables. Et après, à savoir comment on peut les utiliser. Pardon, excusez-moi. Là, je vais passer assez vite, mais appréhender la donnée, c'est plutôt... voilà, comment je ne comprends pas ces données, je ne sais pas comment je peux m'en servir, est-ce qu'elles sont précises, pas précises, certaines oui. Par exemple, quand on construit un MOS régional, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on récupère beaucoup de données locales, ce qui fait que des fois, on est obligé de faire des choix parce qu'on est sur un référentiel qui est sur un territoire entier où des analyses vont être faites. Donc, si on a plus d'informations à un endroit, moins à un autre, un peu plus là, en fait, les analyses vont être faussées par rapport au territoire. Donc, en fait, on essaye en général de prendre des données de référence régaliennes, que ce soit la BD Topo, le RPG et d'autres données, pour que justement, on ait une vision nette de ce qu'on produit. Ensuite, créer un référentiel, c'est créer un socle de données solide. C'est pour ça qu'on fait attention vraiment à comment on utilise la donnée. Il y a des données qu'on ne peut pas intégrer directement, où le photo-interprète doit venir interpréter. Par exemple, sur le MOS 2017, les données qui nous ont été données, on ne les a pas intégrées directement. C'est le photo-interprète qui les a intégrées dans la base, en photo-interprétation. Et ensuite, ces données, elles ont l'air géniales pour mon projet. C'est risqué de les utiliser. Les OCSGE qui sont faits actuellement, non, parce que vous savez d'où elles viennent. Il y a de la fiabilité, vous savez si elle est à 80%, 85%, 90%. Et en plus de ça, vous savez qui l'a produite. Et ça, c'est très important. Pardon. Donc après, pour les utiliser, là, je vais m'arrêter, il me reste 3 minutes, possibilité infinie à maîtriser, parce qu'en fait, on a toutes les informations, fait beaucoup d'informations sur cette base, qui est sur un territoire vaste et qui permet d'aller assez loin. Surtout avec là les directives qui arrivent, les NAF, l'artificialisation, ce seront des données très pertinentes pour venir construire les orientations. Quelques cas d'usage, par exemple, là, je suis sur l'Institut Paris Région. Toujours les mots d'ordre, éviter, compenser, réduire, protéger, anticiper, qui eux ont fait un suivi dynamique des évolutions des espaces ouverts urbains, ou alors qui ont voulu connaître les zones exposées aux risques d'inondation. C'est-à-dire qu'ils ont fait un modèle d'inondation sur leur territoire, ils l'ont croisé avec l'occupation du sol, ce qui leur a permis de déterminer quelle infrastructure sera, enfin, quel espace sera j'ai pas le mot, impacté, merci Arnaud. Pour les parcs aussi naturels régionaux, suivre l'occupation, donc le site système d'information des parcs naturels régionaux s'en sont servis aussi pour suivre des dynamiques d'évolution des espaces naturels et agricoles sur les milieux protégés, identification de réservoirs de biodiversité, des îlots de chaleur, comme des trames vertes, ou localiser un potentiel corridor écologique. Et dernier cas d'usage, le Pays Basque, qui lui s'en est servi plus pour des défis climatiques avec l'Observatoire de l'habitat et du foncier, identification des friches, inventaire des zones, pour optimiser par exemple les zones d'activité et d'analyse et suivi de stockage carbone. Parce que quand on a plusieurs millésimes, ça permet de voir les forêts qui disparaissent, le changement de culture, et donc qui permet de faire une première analyse sur justement ces stockages de carbone. Voilà. Merci beaucoup. Désolé pour la voix un peu tremblante, mais j'espère. Ouais, si vous avez des questions, je tremblerai moins. Merci. J'ai pas compris. La base de données qui existe aujourd'hui, c'est 2017 ou c'est depuis 2017? Elle est mise à jour régulièrement? Alors, il existe, votre MOS là actuellement, c'est celui de 2017. L'IGN est en train de créer un standard différent de la vôtre sur les mêmes spécificités thématiques,
peut-être pas géométriques, mais thématiques et spécifications même techniques et géométriques. Mais par contre, c'est une donnée à part qui se construit et qui se construit sur 2022 et 2017. Donc en fait, votre donnée a qu'un millésime 2017. Alors, Après, c'est à savoir comment. Le MOS, il a mis des années à sortir, si bien qu'on ne l'a jamais utilisé finalement. Il a mis une année à se construire aussi chez nous. Combien de temps en fait de livraison il y a pour les données? Parce qu'en fait aujourd'hui, on a arrêté de produire de la photographie aérienne pour l'IGN chaque année parce que ça mettait trop longtemps à produire pour les territoires. On est passé à de l'imagerie satellitaire parce que c'était récurrent, on pouvait en avoir régulièrement et parce que les processus sur les territoires sont beaucoup trop rapides pour des productions qui n'étaient pas annuelles. Quelle est la temporalité qu'on peut attendre de ce type de produit à l'avenir? À l'échelle régionale, c'est 4-5 ans, mais ça va se réduire à 3-4 ans, en général. Voilà. C'est un peu les mises à jour qu'on fait, nous, sur les autres régions, que ce soit Grand Est, Hauts-de-France. Mais voilà. Peut-être pas forcément une question, mais plutôt une observation par rapport aux indications que vous avez données sur la loi climat-résilience, sur les injonctions qui sont données aux collectivités pour réaliser leurs documents de planification et qui rejoint un peu l'intervention de Madame Penobert. C'est qu'effectivement, dans les collectivités, on est obligé de respecter des séquences temps pour réaliser nos documents de planification. Et là, notamment sur 2011-2021, et ensuite d'autres pas de temps, 2021-2031, etc. pour le ZAN. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec une distorsion complète entre la possibilité de pouvoir utiliser des outils qui sont en construction et les injonctions réglementaires derrière. Et donc ça, c'est une problématique auquel toutes les régions font face, notamment pour leur schéma d'aménagement. Régionaux pour ce qui est de l'outre-mer, mais le SDRIF, comme vous avez montré pour l'Île-de-France. Et c'est vraiment un handicap important qui ne tient pas en fait à la production de la donnée ni à la production de l'outil, mais qui tient du décalage entre ce que met le législateur dans le texte, avec les injonctions des textes réglementaires, et la réalité en fait des méthodes qui sont utilisées sur les territoires. C'est pour ça que après c'est des choix politiques, je pense aussi. Je veux pas aussi trop aller dans le sujet, mais par exemple certaines régions qui disposaient déjà d'une donnée d'occupation du sol ont voulu garder la maîtrise dessus pour justement faire les mises à jour qu'il faut quand il faut et pour les besoins aussi des collectivités un peu plus basses. Par exemple là les Hauts-de-France ont sur leur millésime en 2005, 2015, 2020, là ils vont faire 2004. Donc en fait les récurrences sont quand même assez grandes. Là le Grand Est par exemple à 2010, 2019, 2022 et pense à faire 2024, 2025. Donc en fait ça dépend aussi, je pense, de comment. Là il y a deux données qui vont se confronter parce que le GSGE arrive et ça va être le standard. Donc quelles données on va utiliser? Est-ce qu'on va partir sur le standard? Je sais que les régions de l'Aude et des Pyrénées-Orientales qui n'avaient pas de données, eux sont plutôt sur on récupère le standard et on vient l'enrichir parce que pour le local ça suffit pas parce que c'est une donnée nationale. Et les régions qui ont une OCS déjà existante vont devoir faire une expertise de savoir comment on peut utiliser ces données-là. Est-ce qu'on garde l'OCSGE qui va arriver parce que après on ne connaît pas la fraîcheur de la donnée? On ne sait pas quand est-ce qu'elle va être mise à jour, si elle va être mise à jour, ou s'il va falloir payer ou non pour l'avoir mise à jour, même si c'est l'IGN qui l'a construit. Et votre base à vous l'avez régionalisée. Est-ce qu'il serait pertinent de la garder, donc de la mettre à jour elle aussi, sur des temps 2021, 2010, ou ensuite 2025, 2030, pour suivre justement ces directives nationales et de rester dans la planification qui était prévue nationalement. Voilà. Merci. Une dernière question? Et bon, on va clôturer cette matinée sur cette présentation. Encore merci pour cette dernière.